Fils de Charles VII le Victorieux et de la reine Marie d'Anjou, Louis XI est né à Bourges en pleine guerre de 100 ans. Issu de la branche directe des Capétiens valois, il est enfin reconnu de nos jours comme un des plus grands acteurs de la construction de la France moderne. On a parlé d'un fourbe, d'un intrigant, d'un personnage extrêmement cruel. En réalité, ce portrait est sans doute à nuancer. Les écrits de ses contemporains émanant de la noblesse, et donc souvent peu objectifs, ne sont guère élogieux, mais manquent dès lors totalement de reconnaissance. Louis XI est également un cynique parce que justement, il ne se fait guère d'illusions sur la nature humaine et ça le conduit parfois à être inutilement brutal, brusque avec les gens, ce qui contribuera à alimenter sa légende noire. Durant son règne, de 1461 à 1483, il prend soin de gouverner en homme d'État, par la ruse et la négociation, plutôt que par les armes, en éliminant avec une infinie patience les grands féodaux, procédé pourtant inhabituel au Moyen-Âge, pour imposer sa puissance. Petit à petit, il tisse ainsi sa toile à la manière d'une araignée, la toile France, qui à la fin du règne ressemble beaucoup à la carte de la France actuelle. Parmi les grands rois de l'histoire de France, il faut compter avec Louis XI. Qui ne sait dissimuler, ne sait pas régner. Dans la construction de la France moderne, Louis XI a joué son rôle, comme son père Charles VII. Il a beaucoup marqué les historiens. La modernité de son œuvre repose sur le fait qu'il s'entoure de conseillers de valeur, issus de la bourgeoisie au détriment de la noblesse, et qu'il se fait proche de ses sujets en parcourant sans relâche la France profonde et miséreuse. Il comprend alors que pour asseoir la puissance de son royaume en France et en Europe, il faut développer l'économie de celui-ci, qui sort exsangue d'une guerre de 100 ans dévastatrice, tant au niveau de la démographie que du niveau de vie des Français en général. Louis XI lutte aussi pour agrandir, unifier et organiser le royaume, condition première pour un développement économique rapide. D'où cet acharnement à combattre Charles le Téméraire, le très puissant duc de Bourgogne, ce qui va rapporter au royaume de France non seulement la Bourgogne, mais aussi l'Artois et la Picardie. L'acquisition du Roussillon, de la Cerdagne et du Maine-Anjou relève de cette fameuse politique, toujours aussi fine qu'efficace, qui reste l'apanage de l'habile souverain et que nul spécialiste historien de nos jours n'est capable de contester. La mise au pas de la grande noblesse et du clergé permet à Louis XI d'amorcer une transition entre un Moyen-Âge obsolète et la Renaissance. Ses successeurs, Charles VIII, Louis XII et plus tard François Ier, vont avoir la tâche plus aisée, car ils héritent d'une France réorganisée administrativement et en pleine croissance économique. Louis XI le patient est une dénomination aussi juste et d'ailleurs plus communément employée par les historiens modernes que Louis XI l'araignée, pour qualifier ce monarque atypique dont nous allons maintenant détailler le règne. Il est très difficile de relater l'histoire de Louis XI sans s'appuyer sur une succession de dates, une chronologie implacable qui symbolise ce tissage patient et obstiné de l'araignée. Un seul but, prendre au piège les grands féodaux et unifier le royaume de France. Marie d'Anjou, 20 ans, reine quelque peu délaissée par le roi Charles VII, 21 ans, accouche de Louis le Dauphin le 3 juillet 1423 à Bourges. En ces temps fort tristes, le royaume de France est en parfaite décrépitude. À la naissance du futur Louis XI, en 1423, le royaume de France est dans une situation très difficile puisqu'il est partagé entre deux zones, deux obédiences. Au nord, la domination anglo-bourguignonne. Au sud, le royaume de Bourges, c'est-à-dire la partie du royaume qui obéit à Charles VII. En plus de la guerre de 100 ans, la France doit faire face à une sorte de guerre civile entre Armagnacs, partisans de Charles VII, et Bourguignons, alliés des Anglais. À cela s'ajoute la terreur que sèment à travers le royaume les écorcheurs, qui pillent, incendient, violent et tuent sans relâche.
Ces écorcheurs sont des mercenaires employés lors des batailles pour compléter les forces armées des vassaux du roi. En temps de répit, ces soldats sanguinaires se trouvent désœuvrés et s'organisent en bandes redoutables pour commettre toutes sortes d'exactions. Paris est aux mains des Anglais. Charles VII choisit Bourges, ville fortifiée, pour mettre à l'abri la reine et le futur dauphin. À la naissance, devant le manque criant de moyens, on opte pour une nourrice, une berceresse et un maître d'hôtel des plus modestes. Très vite, on envoie ce petit monde à Loches, château fort jugé plus sûr encore que Bourges. Louis le Dauphin, séparé ainsi de ses parents, porte alors une très grande affection à tout cet entourage très modeste et besogneux, et cela va permettre de comprendre pourquoi, quand il sera roi, il va naturellement rejeter les grands au profit des plus humbles. Enfant très solitaire mais très studieux, il reçoit une éducation extrêmement complète, qui va de l'arithmétique à la politique, en passant par la théologie et les activités physiques nécessaires au métier de chevalier. Il est très difficile de savoir quelle éducation a reçu le dauphin Louis à Loches. On peut penser qu'il a été élevé comme le sont les enfants de France, les princes de la famille royale, c'est-à-dire qu'il a reçu à la fois une éducation de futur chevalier, même si Louis XI ne sera jamais un brillant guerrier, et aussi une éducation plus intellectuelle. Copiant l'opiniâtreté du monde paysan dans lequel il évolue, il dédaigne le faste inhérent à toute cour royale. Il va en être ainsi de toute sa vie. Sa tenue vestimentaire conforte ce mode de vie et de pensée. On peut facilement croiser le dauphin, puis le roi, sans le reconnaître. C'est un atout non négligeable dans la construction de sa politique, indéniablement sérieuse au service de la France. Grâce à Jeanne d'Arc qui redonne confiance à Charles VII, le quotidien lugubre des premières années de Louis va changer. La situation intérieure du pays s'améliore et on permet au dauphin de rejoindre sa mère et la cour à Amboise. La guerre de 100 ans n'est pas terminée, mais l'étau se dessert. La paix d'Arras permet une alliance avec le puissant duché de Bourgogne, et cela va profiter au royaume de France. C'est le temps où Charles VII ne cache plus ses relations avec Agnès Sorel, la belle favorite. Louis ne supporte pas de voir sa mère délaissée très officiellement. Nous sommes en 1439. C'est le moment que l'on choisit pour marier le dauphin à Marguerite d'Écosse, fille du roi Jacques Ier, et alors âgée de 11 ans, à Tours. C'est un mariage politique qui permet d'affaiblir la puissance du roi d'Angleterre. Louis n'accepte pas cette union et n'a de cesse de négliger son épouse. On sépare d'ailleurs les deux tourtereaux, car jugés trop jeunes pour consommer le mariage. La dauphine va vivre aux côtés de la reine Marie d'Anjou, à laquelle elle va profondément s'attacher. Charles VII entreprend cette même année un voyage en Dauphiné et dans le sud de la France. Il emmène son fils à des fins démonstratives de la puissance royale, depuis peu retrouvée. Sauf que Louis va s'initier très vite aux problèmes de politique générale qu'occasionne ce long déplacement à travers la France. Cela révèle en lui des talents de gouvernance, ce dont le père est loin de se douter. Il assiste aux assemblées diverses, écoute avec attention, se montre curieux de tout. Remarque avec acuité l'état de misère dans lequel se trouve le sud de la France. Il constate aussi la mollesse décisionnelle de son père. C'est à cette période que Louis commence à se méfier du roi. Les rapports entre le père et le fils n'ont jamais été bons. Ce sont deux hommes de pouvoir dont l'un le détient et dont l'autre aspire à le détenir. Leur différence d'âge n'est que de 20 ans, ce qui signifie que le dauphin va devoir attendre vraisemblablement longtemps la succession.
Et il semble que l'ensemble de sa politique retorse, de la suite de son règne, proviennent de cette adolescence difficile. Cela va conduire à des mésententes notoires, voire des affaires graves proches de la trahison d'État, le tout accentué par la grande intelligence du dauphin. Néanmoins, adolescent fougueux et hyperactif, il participe à la prise de la ville de Château-Landon et en retire autant d'orgueil que considération de la part des chefs militaires de son père. Dans la foulée, en août 1437, il assiste au siège de Montereau, puis entre dans un Paris en liesse aux côtés de Charles VII. Il se découvre l'envie de régner au plus vite et les événements qui vont suivre vont en témoigner. De retour en Touraine, il continue de délaisser sa jeune épouse très dépressive, à laquelle il reproche d'écrire plus de rondeaux que de donner des héritiers à la France. Il reçoit alors sa première grande mission personnelle. Pacifier le Languedoc en proie à des troubles multiples, mettant aux prises les grands féodaux du moment. En peu de temps, par la négociation, par la ruse, par la menace d'emploi de la force, il parvient à rétablir l'ordre et à organiser une administration des finances toute dévouée à la cause royale. La réussite étant indéniable, il réclame alors à son père la gouvernance de ce qui lui revient de droit, le Dauphiné. Son père ne consent que partiellement à sa requête. Lorsqu'il est intendant du Dauphiné, là, à ce moment-là, il est à nouveau, tout en mettant quelques formes diplomatiques, dans une opposition à son père, parce qu'il rend le Dauphiné très indépendant, il crée une université, il fait venir des banquiers juifs, il avait le sens du développement, le sens des affaires, c'était un grand administrateur. C'est le début d'une sorte de trahison où pardon et punition alternent, obéissant à la raison d'État. Le dauphin a 17 ans en 1440. La gouvernance partielle du Dauphiné ne lui suffit pas. Il a des griefs nombreux envers son père et plus rien désormais ne les rapproche. Surtout pas l'impatience du fils à prendre enfin les affaires de la France en main. Les exploits guerriers du dauphin Louis sont assez restreints. Il a participé à plusieurs campagnes militaires contre les Anglais qui tiennent encore une partie du royaume, mais aussi contre son propre père quand il soutient le mouvement de révolte qu'on appelle la Praguerie en 1440. Louis reproche à Charles VII son inaction politique, l'humiliation qu'il fait subir à sa mère en privilégiant sa favorite, Agnès Sorel, qu'il déteste copieusement. Charles VII va aussi priver les grands féodaux, lors des États généraux d'Orléans, de la possibilité, comme par le passé, de gérer eux-mêmes leur armée, qui doit désormais être réformée pour n'avoir qu'un seul chef, le roi de France. La Praguerie, c'était une fronde, comme on en verra après, au début du règne de Louis XIV, une fronde avant la lettre. C'était déjà des seigneurs, des aristocrates rassemblés contre l'autorité de Charles VII. Eh bien, le futur Louis XI, le dauphin, en a fait partie. Les grands féodaux, Alexandre de Bourbon, Charles Ier et Louis de Bourbon, la Trémoille, Jean II d'Alençon, Dunois, forment une ligue qui doit destituer le roi et y placer son fils afin de restaurer les droits bafoués de la noblesse. Louis se laisse entraîner dans cette sale affaire car il a soif de pouvoir. Mais le complot échoue lamentablement. Charles VII fait alors preuve de grande mansuétude et pardonne à tous, sauf à Alexandre de Bourbon qui est enfermé dans un sac et jeté dans la rivière Aube. Charles VII
pardonne, s'efforce honnêtement de former son fils au métier de roi. Il lui confie des missions militaires dans le cadre de la guerre de Cent Ans. Il le charge de reprendre le port de Dieppe en 1443, ce dont le dauphin s'acquitte avec succès. Et surtout, l'année suivante, il lui confie une grande expédition militaire dans l'ouest du Saint-Empire germanique, à la demande de l'empereur, ce qui est l'occasion de rétablir l'influence française dans une région où elle a beaucoup décliné. Les relations du dauphin Louis avec son père Charles VII deviennent de plus en plus difficiles, à tel point qu'en 1447, Louis est envoyé dans le Dauphiné, c'est-à-dire la région dont il est le prince en tant que dauphin, c'est-à-dire la région de Grenoble, qu'il va gouverner jusqu'en 1456. Là, il va faire preuve d'une grande efficacité dans la réorganisation administrative de cette province et montre un talent réel de futur homme d'État. Mais ce n'est pas la dernière contestation du fils vis-à-vis du père. À cette époque, le Dauphiné est une principauté qui n'a pas de cohésion territoriale. C'est une mosaïque de petites seigneuries très indépendantes, surtout les seigneuries épiscopales. Et le premier soin du dauphin Louis, en arrivant sur place, c'est d'obtenir l'hommage de tous les seigneurs du Dauphiné, même les seigneurs qui ne sont pas ses vassaux. Et par suite d'obtenir la collecte sur toutes les terres dauphinoises, même celles qui ne sont pas des fiefs relevant du dauphin, de l'impôt que vote l'Assemblée représentative du pays, les États de Dauphiné, ce qui lui permettra d'améliorer ses recettes. Louis le Dauphin fait du Dauphiné un véritable État indépendant. De ce fait, il se rapproche du puissant duc Louis de Savoie et épouse même sa fille, en 1451, Charlotte de Savoie, contre l'avis de Charles VII. Allié des Sforza et du duc de Bourgogne, le duc de Savoie est un ennemi sournois du roi de France. C'en est trop pour Charles VII, qui prive son fils de sa pension royale. Il veut jouer, depuis sa petite principauté, un rôle sur la scène internationale entre la France, l'Empire, dont le Dauphiné fait toujours formellement partie, l'Italie, et ça le lance dans une politique dont sa principauté n'a pas les moyens, ce qui finit par susciter un large mécontentement parmi les Dauphinois. Et lorsque finalement, en 1456, Charles VII envahit le Dauphiné avec une armée, son fils ne se fait aucune illusion sur la volonté de résistance des Dauphinois à son profit. Louis fuit le Dauphiné et se réfugie chez le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, à Genappe. Cette fois, il n'y a pas vraiment de pardon. Le roi meurt avant, en juillet 1461. La France est un pays puissant, victorieux et jouissant d'un grand prestige à travers l'Europe, à l'intérieur duquel le roi a exploité son image de prince victorieux pour prendre la main sur les grands féodaux et rétablir l'autorité centrale. C'est une fin de règne glorieuse puisqu'en 1453, les Anglais ont été définitivement chassés du royaume. Mais c'est aussi un pays encore convalescent, qui n'est sorti de la guerre de Cent Ans que depuis moins d'une décennie et où la reconstruction économique va prendre encore des décennies. Très vite, Louis rentre en France et se fait couronner à Reims en août 1461, moins d'un mois après la mort de son père. D'aucuns disent encore que Charles VII est mort d'empoisonnement. L'avènement de Louis XI est prévu le 15 août 1461. Sans perdre de temps, son hôte d'exil, le tout-puissant et narcissique duc de Bourgogne, Philippe le Bon, entreprend de prendre en main le déroulement des opérations. Cela va permettre à ce dernier de montrer de manière ostentatoire sa puissance et sa grande richesse. Cela ne plaît guère au futur roi, mais, rusé, il laisse faire celui qu'il appelle par flatterie excessive son oncle. Philippe le Bon est un homme fastueux, un mécène qui a bien compris que les arts, la culture, la littérature peuvent être des armes au service de sa politique, des armes de propagande, des armes qui permettent de magnifier la grandeur de la maison de Bourgogne. 4000 cavaliers en tenue de parade quittent la Flandre, suivis d'une intendance qui dépasse l'entendement.
Sur le chemin qui mène à Reims, ville du sacre des rois de France, le peuple ébahi devant tant de déploiements de richesses applaudit, ne sachant d'ailleurs pas vraiment qui est le roi. Est-ce Philippe le Bon en habit de lumière ou celui qui le côtoie, vêtu minablement comme à l'accoutumée? Toujours est-il que ce long déplacement permet déjà à Louis de constater dans quel état de misère se trouve la paysannerie au sortir de la guerre et des exactions des écorcheurs. Il réfléchit en chevauchant, et il est probable que son impatience à régner et à imposer sa politique vient de cette émotion fortement ressentie devant la pauvreté. Philippe de Bourgogne va donc payer les frais du sacre, mais il en est le metteur en scène. Le sacre se déroule selon le rituel habituel et Louis daigne de temps en temps se montrer gracieux. Mais il semble que cela lui coûte. La couronne est déposée symboliquement par le fier duc de Bourgogne et les festivités peuvent commencer. Mais cela ennuie Louis qui aspire à ce que cela cesse au plus vite. Il veut rejoindre Paris au plus tôt et se débarrasser ensuite de la compagnie de son richissime protecteur pour commencer un règne en adéquation avec la conception qu'il a de la politique au service de son pays et de ses sujets. Il garde en tête en particulier la clause qu'il a fait rajouter sur le formulaire de serment lors du sacre, accroître le royaume. Le 30 août 1461, il entre dans Paris et comme à Reims, le grand-duc officie dans le faste pour éblouir les Parisiens en liesse. Louis XI se prête de moins en moins à tous ces rituels festifs. Il commence vraiment son travail de roi. Il s'attache à manipuler, tantôt en achetant, en séduisant, tantôt en menaçant et en brutalisant. En particulier, contrairement au duc de Bourgogne, ce grand pragmatique ne croit pas à l'efficacité de la plume et du pinceau pour tenir les hommes, pour tenir les esprits. Pour lui, ce qui importe, c'est de tenir les corps, et pour ça, rien ne vaut l'or et le fer des armes. On achète, on conquiert, on menace, on soumet. Ce sont les fondements de sa politique. Il désire changer au plus vite l'administration de son père, peut-être par règlement de compte, mais surtout dans un souci de recherche de personnes compétentes, en phase avec la réalité économique et géopolitique du moment. C'est l'épuration des cadres, grands officiers, parlementaires, gouverneurs, baillis. En matière d'administration, toutes les réformes sont odieuses. Finalement, l'aspect par lequel il rompt le plus avec la pratique politique de son temps, c'est sans doute son autoritarisme personnel et sa propension à décider seul et à mépriser les conseils. C'est cela surtout qui lui est reproché, car dans la culture politique du temps, le bon roi est celui qui consulte, qui prend conseil avant de décider. Celui qui ne consulte pas, c'est le tyran. Très vite, il se lasse de la vie parisienne et retourne se ressourcer en Touraine. Son avènement permet d'amnistier bon nombre de prisonniers, dont le poète truand François Villon. Le domaine royal a certes retrouvé un peu de grandeur sous Charles VII, notamment avec le départ des Anglais. Cependant, beaucoup d'enclaves empêchent l'unité de la France. Mais seules deux maisons sont gênantes, la Bretagne et la Bourgogne. La Bretagne est un duché à part qui fonctionne en autonomie totale et n'a prêté allégeance au roi de France que du bout des lèvres et sans jamais appliquer véritablement ce serment. François II, le duc régnant, est d'abord anglophile. C'est cela qui obsède Louis XI. De plus, la Bretagne est un pays grâce à sa langue et ses coutumes. Le duché possède son propre parlement, sa propre chancellerie, sa propre armée, son propre clergé. Sa faiblesse est une richesse toute relative, avec une économie tournée vers la mer. La Bourgogne est un duché d'une autre envergure, très peuplé, très riche au niveau agricole, très important au niveau commercial. Il comprend aussi au hasard des alliances matrimoniales habiles, la Flandre, le Luxembourg, la Zélande. Louis XI craint une annexion de ces provinces par Philippe le Bon. Dans sa tête, la soumission totale du duché de Bourgogne reste la priorité de sa politique d'unification du royaume de France. La politique extérieure ne préoccupe pas Louis XI, même si l'Angleterre rêve de reconquête. Aucun traité ne sanctionne la fin de la guerre de 100 ans. Même si les Turcs se montrent menaçants en Europe, même l'Italie est instable.
Le roi sait attendre, observer et analyser. Son intelligence politique et son habileté vont très vite faire leurs preuves en Espagne. Pays alors divisé en 4 royaumes turbulents, Aragon, Castille, Portugal et Navarre. La mort de Don Carlos, primogénite d'Aragon et ami de Louis XI, va permettre au roi de France de réaliser un premier exploit diplomatique payant pour l'unité du royaume de France. Rendant le roi Jean II d'Aragon responsable de la mort de Don Carlos et répondant à l'appel des Catalans qui demandent sa protection, il va obliger le roi d'Aragon à négocier. Il impose à Jean II le legs de la Navarre à sa fille Éléonore, qui est mariée à Gaston de Foix. Ainsi, la Navarre passe-t-elle sans l'emploi des armes, sous domination française. Dans un même temps, des querelles naissent entre Jean d'Aragon et Henri IV de Castille. Le traité d'Olite, c'est une entente entre Louis XI et le roi Jean II d'Aragon qui est confronté à la révolte de ses sujets catalans. Il débouche sur un accord d'assistance militaire mutuelle qui stipule que celui des 2 rois qui va requérir l'aide de l'autre devra payer à l'avance la solde de l'armée alliée. Concrètement, Jean II a besoin de l'aide de l'armée française pour réduire la révolte de la Catalogne. Mais ça lui coûterait des centaines de milliers d'écus, il n'en a absolument pas les moyens et il va donc accepter d'engager à la place, jusqu'à un éventuel paiement, les 2 comtés catalans au nord des Pyrénées que sont le Roussillon et la Cerdagne. Et c'est ainsi que Louis XI, après les avoir occupés, va non seulement prendre possession de ces comtés, mais les annexer purement et simplement, contrairement au traité de son alliance avec Jean II, au nom du droit de conquête. C'est le traité d'Olite. Ainsi commence le patient tissage de l'araignée. Parallèlement à ses actions dans le sud de la France, Louis XI se soucie aussi du nord. Il manœuvre habilement et navigue, si l'on peut dire, entre 3 eaux, tantôt pro-Lancastre, pro-York et pro-reine déchue Marguerite d'Anjou. Ainsi est-ce sa vision de la guerre des 2 roses. Il profite aussi de la vanité du désormais sénile duc Philippe le Bon, allié des Anglais, pour racheter les villes de la Somme telles Amiens, Saint-Quentin, Doullens, Le Crotoy et bien d'autres. Mais ce rachat met Charles de Charolais, fils de Philippe le Bon, hors de lui. Une lutte sans merci va opposer à partir de là Charles, que l'on va appeler le Téméraire, à Louis XI. Cette guerre va durer 10 ans et entre dans la légende de l'histoire de France. Il faut rappeler que pour gouverner, Louis XI ne s'entoure que de gens de modeste origine. Il entend priver les grands féodaux de leurs grands privilèges pour imposer une autorité ne pouvant venir que du roi. Poursuivant consciemment la politique des grands rois capétiens, Saint-Louis et Philippe le Bel, ces rois capétiens voulaient à tout prix montrer au peuple une image de justice, de force, et montrer qu'ils étaient supérieurs aux seigneurs, aux aristocrates. Ils se voulaient beaucoup plus près du peuple que l'étaient les aristocrates. On pourrait dire qu'ils jouaient le peuple contre les aristocrates. Cela ne convient guère à ces grands personnages. Charles, duc de Berry et frère du roi, Jean II de Bourbon, François II de Bretagne, Jean II d'Anjou et surtout Charles le Téméraire. Il publie un manifeste nommant Charles régent de France. La riposte de Louis XI est immédiate et contrairement à ses habitudes, il est contraint de mener une guerre entre mars et juin 1465. Les armées rivales se rencontrent à Montlhéry. La bataille est rude et meurtrière. Chacun des 2 camps se proclame vainqueur, surtout Charles le Téméraire. Louis XI est quand même contraint de gagner Paris où il organise une résistance au siège de la ville. En clair, il laisse pourrir la situation et entreprend des négociations séparées. Le traité de Conflans avec Charles le Téméraire. Il redonne les villes de la Somme et son frère, duc de Berry. Il lui donne le duché de Normandie. Le traité de Saint-Maur avec les autres grands nobles ligueurs
auquel il concède quelques babioles. Le traité de Caen avec le duc de Bretagne, François II, qui reçoit Étampes et Montfort. Mais il sait déjà dans sa tête qu'il ne tiendra jamais compte de ces concessions qui lui permettent de gagner un peu de temps pour affronter le véritable rival, Charles le Téméraire. Louis XI met à profit la mésentente entre son frère Charles, duc de Normandie, et le duc François II de Bretagne pour reprendre la Normandie. Mais la mort du duc de Bourgogne, Philippe le Bon, donne les pleins pouvoirs à Charles le Téméraire, allié des Anglais puisque marié à Marguerite d'York. Un risque non négligeable de retour à la guerre de 100 ans trotte dans la tête de Louis XI. Il lui faut une nation soudée. La convocation des États généraux, la première depuis bien longtemps, est une manœuvre politique de Louis XI qui souhaite s'appuyer sur la communauté du royaume face à son frère Charles de France qui réclame un apanage, au duc de Bretagne et au duc de Bourgogne qu'ils soutiennent. Le monarque récolte les fruits de sa politique qui privilégie les gens du peuple au détriment de la haute noblesse. La réunion est très encadrée, elle dure à peine 8 jours et les États se séparent après avoir condamné d'une part l'occupation de la Normandie par le duc de Bretagne et d'autre part recommandé au roi de ne pas constituer à son frère un apanage trop important. Et c'est exactement ce que voulait Louis XI. Les gens du peuple préfèrent la gouvernance ferme du roi pour empêcher le retour d'une guerre ruineuse et inutile pour la prospérité du royaume. Charles le Téméraire accepte un mariage politique avec Marguerite d'York, ce qui renforce l'union de la Bourgogne avec l'Angleterre. Cela ne sied point à Louis XI. Il sait Charles à la fois hypocondriaque, chevaleresque et orgueilleux. Il se méfie donc des réactions à l'emporte-pièce du puissant duc. À la fin de la guerre du bien public, 3 ans plus tôt, il avait dû faire d'importantes concessions à tous les princes et particulièrement au duc de Bourgogne, qui devient bientôt Charles le Téméraire, à la mort de son père Philippe le Bon. Dans les 3 années qui ont suivi, il a patiemment cherché à grappiller, à reconquérir les avantages qu'il avait concédés, en particulier les droits de justice ou les droits fiscaux sur les terres bourguignonnes situées à l'intérieur du royaume, ce qui avait suscité des conflits croissants avec Charles le Téméraire. Péronne, c'est une histoire assez compliquée parce que elle est typique du duel, de l'opposition très longue entre Louis XI et Philippe le Bon de Bourgogne, et puis ensuite de Charles le Téméraire. Tous ces gens étaient cousins. Philippe le Bon et Charles le Téméraire, ils descendaient aussi, ils étaient de la dynastie capétienne, c'était la branche bourguignonne des Valois. Ces gens se disputaient pour savoir qui était le chef. Et le roi de France voulait imposer son autorité. Il était obligé de le faire par les voies diplomatiques parce qu'il n'était pas sûr de gagner sur le plan militaire. Profitant des fastueuses fêtes célébrant le mariage de Charles à Bruges, Louis XI attaque François II de Bretagne et le contraint à signer le traité d'Ancenis qui oblige le duc à rompre l'alliance avec le Téméraire. Des ligueurs, il ne reste plus que la Bourgogne et cela libère l'horizon politique du roi de France. Apprenant cela, Charles le Téméraire devient furieux. Louis XI propose alors une rencontre afin que l'on s'explique entre hommes. Le risque est grand, compte tenu du caractère de Charles. Mais Louis XI reçoit la parole d'honneur du duc, affirmant qu'il ne pourra rien lui arriver. Quand Louis XI est allé à Péronne discuter avec Charles le Téméraire, Charles le Téméraire s'est aperçu, et ça c'était tout à fait dans la politique de Louis XI, que tout en allant faire une mission de bons offices à Péronne, eh bien Louis XI avait attaqué des possessions en Flandre, des possessions bourguignonnes. Et donc Charles le Téméraire s'est senti floué. Il tombe en fait dans un piège et Charles le Téméraire lui arrache plusieurs concessions importantes, dont la souveraineté sur le comté de Flandre. Un traité stipule la neutralité de la Bourgogne en cas de conflit avec l'Angleterre et la Champagne, en apanage à Charles, duc de Berry et frère du roi. Un incident majeur survient alors.
Les Liégeois, sous protectorat français, se sont révoltés et ont massacré des proches de Charles qui voient là une perfidie de son interlocuteur du moment. Sa colère est incontrôlable. Il retient Louis XI prisonnier. Cependant, après quelques jours de fureur non contenue, Charles se rappelle de sa parole d'honneur et doit trouver une issue. Il oblige le roi à signer le traité et le somme de l'accompagner à Liège pour le châtiment mérité. Avant de recouvrer la liberté, il est obligé d'accompagner Charles le Téméraire dans une campagne punitive contre la ville de Liège, qui s'est révoltée contre le protectorat bourguignon avec les encouragements de Louis XI. Et le roi de France doit assister en personne à l'écrasement de ses alliés en criant « Vive Bourgogne !» Louis XI accepte sans broncher. Liège est détruite, mais Louis est libre. Il est parfois difficile de juger la raison d'État. Cependant, l'honneur du roi se trouve fortement entaché. Cet épisode humiliant va profondément atteindre le prestige du roi de France à l'étranger, où certains de ses alliés se détachent de lui, comme le roi de Bohême, et à l'intérieur même du royaume, où son autorité s'en trouve affaiblie. Lorsqu'il s'est retrouvé libéré, évidemment, il a tout de suite contesté ce traité inégal, et à ce moment-là, a repris de plus belle cette opposition très dure entre les deux cousins. Et cela va nourrir une haine de Louis pour Charles qui va aller crescendo. La préoccupation première de Louis XI est de ne pas respecter le traité de Péronne. Charles de France, son frère, est un homme médiocre et fort influençable. S'il devient duc de Champagne, comme le souhaite le Téméraire, la jonction entre la Flandre et la Bourgogne sera alors effective, et le grand-duché ne fera plus qu'un géographiquement. Louis XI, après maintes pressions, menaces ou fausses promesses, donne à son frère la Guyenne. Il ne reste plus au roi qu'à affaiblir les relations amicales des Anglais avec le duc de Bourgogne. Il se sert pour cela de Richard de Neuville, comte de Warwick, qui l'aide sans vergogne dans son entreprise visant à renverser le roi Édouard IV d'Angleterre et faire libérer de la Tour de Londres Henri VI, le mari de Marguerite d'Anjou, exilé en France. L'affaire réussit dans un premier temps, mais Édouard IV reconquiert son trône. Cependant, son pouvoir se trouve affaibli et ne lui laisse aucune latitude pour lancer une armée en France pour soutenir éventuellement Charles le Téméraire. La mort de Charles de France accélère alors la perte du duc de Bourgogne. Charles le Téméraire, qui accuse Louis XI d'avoir empoisonné Charles de France, décide de lancer une offensive en Normandie afin de rejoindre les armées bretonnes de François II et monter une coalition contre Louis XI. Au moment de l'attaque bourguignonne sur le front nord en 1472, Louis XI avait prédit que la première ville forte qui parviendrait à retenir le duc de Bourgogne suffirait à briser l'offensive. Et c'est ce qui s'est produit à Beauvais. C'est au cours de cette féroce tentative de prise de Beauvais que s'illustre Jeanne l'Aînée, plus connue sous le nom de Jeanne Hachette. Elle repousse à la hache un bourguignon venu planter l'étendard de Charles le Téméraire sur les murs de Beauvais. La prouesse des Beauvaisiennes est cependant réelle et Louis XI les récompense, après l'échec de la prise du Téméraire, en leur permettant de s'habiller comme les femmes de la noblesse et en organisant tous les ans une procession où elles marchent devant les hommes. Charles le Téméraire s'est obstiné à faire le siège de la ville alors qu'il n'avait pas les moyens de l'isoler totalement. Ce qui a permis à Louis XI d'envoyer renfort sur renfort à l'intérieur de la ville et en même temps d'encourager les bourgeois de Beauvais à la résistance par d'importants avantages fiscaux. Cet épisode de Beauvais précipite la chute de Charles le Téméraire. Qui s'y frotte, s'y pique, ne cesse de répéter Louis XI. La trêve consécutive à l'échec de Beauvais amène Charles le Téméraire vers d'autres horizons très incertains. Il s'empêtre alors dans une entreprise folle de conquête allemande, abondamment encouragé par Louis XI et ses espions recrutés à cet effet. Le duc s'enlise en guerroyant et en tentant des négociations avec l'empereur Frédéric III. Il veut devenir roi de Bourgogne, il échoue. Une inutile aventure guerrière en Suisse, pour mater une révolte alsacienne soutenue financièrement par Louis XI, ne rencontre pas plus de succès.
L'armée bourguignonne s'affaiblit et Louis XI, le patient, jubile. Il travaille en toute discrétion à la levée d'une armée de 20 000 hommes, au cas où l'Angleterre ambitionnerait à nouveau de reprendre les territoires perdus après la guerre de 100 ans. Effectivement, Édouard IV d'Angleterre débarque en mai 1475 à Calais. Mais les troupes alliées bourguignonnes ne sont pas au rendez-vous, occupées à mater les Suisses et les Lorrains. Le roi d'Angleterre en prend ombrage et ne comprend plus rien à la stratégie de Charles le Téméraire. Louis XI en profite pour négocier la paix avec les Anglais. Le traité de Picquigny est conclu en 1475. Il permet à Louis XI d'acheter le départ d'une expédition anglaise qui avait débarqué dans le nord du royaume. C'est le fameux traité de Picquigny qui met réellement fin à la guerre de 100 ans. Une trêve de 7 ans est signée contre l'octroi d'un tribut de 75 000 écus et une rente annuelle de 50 000 écus au roi d'Angleterre. Picquigny va permettre à Louis XI de neutraliser le roi d'Angleterre Édouard IV jusqu'à la fin de son règne. Le roi Édouard va continuer à comploter contre Louis XI, à passer des alliances anti-françaises avec ses autres adversaires. Seulement, l'appât du gain, la perspective de ces dizaines de milliers d'écus déversés chaque année dans ses coffres et qui représentent une part notable du budget royal anglais à l'époque, va toujours le retenir de passer à l'acte. Cela paraît peu glorieux pour le roi de France. Mais l'achat de cette paix permet de garder intacte une armée qui, le cas échéant, viendra facilement à bout de Charles de Bourgogne. Contrairement à la plupart des rois de France, Louis XI n'est pas un roi, comment dirais-je, belliqueux. Il n'aime pas se battre l'épée au poing, c'est bien que, bon, comme il faut quand même qu'il assoie son trône, son royaume, eh bien, il ne va pas le faire par la force, mais il va le faire par la ruse. J'ai plus aisément chassé les Anglais hors du royaume que ne l'a fait mon père. Car mon père les a mis hors à la force des armes, et je les ai chassés à la force de pâté de venaison et de bon vin. Le duc se trouve désormais bien seul et consent à une trêve de 9 ans, le traité de Solœuvre. Habilement, Louis XI le laisse alors s'obstiner à punir les récalcitrants suisses et lorrains, ultime piège du souverain français. Charles le Téméraire prend la ville de Nancy et promet d'en faire la capitale de son futur royaume. Mais il reste menacé au sud par les Suisses qui ne désarment pas et qui sont d'ailleurs grassement subventionnés par l'araignée. Une expédition punitive hivernale en pleine montagne, à la manière d'Hannibal, tourne à la déroute pour l'armée bourguignonne à Grandson et Morat. Les nombreux espions de Louis XI le tiennent informé. La toile d'araignée se termine. Cette image de l'araigne, l'universelle araigne qui est présente partout, a été forgée par la propagande bourguignonne. Ce sont les chroniqueurs officiels des ducs de Bourgogne qui ont ainsi stigmatisé les méthodes de Louis XI, tissant patiemment, sourdement, sournoisement sa toile autour de ses adversaires pour les enserrer dans un réseau d'informateurs, de partisans et d'alliés. À cet animal ignoble au sens étymologique, c'est-à-dire non noble, les chroniqueurs bourguignons opposent le lion, qui est le duc de Bourgogne, roi des animaux, animal noble et prestigieux par excellence. Dans la propagande bourguignonne, la lutte de Louis XI et des ducs de Bourgogne, c'est la lutte de l'araignée et du lion. Charles le Téméraire accumule les maladresses. Il fait enlever Yolande de Savoie, la sœur de Louis, et se discrédite totalement aux yeux des Savoyards. Louis XI fait récupérer sa sœur et obtient un traité d'alliance perpétuelle avec la Savoie qui laisse entrevoir d'autres perspectives de récupération territoriale. C'est aussi le moment choisi par les Lorrains de reprendre leur autonomie. Cela agace Charles, et bien qu'aux abois, il met le siège devant Nancy. Mais la fin est proche. Renaissent alors en lui ses instincts chevaleresques. Il veut mourir, les armes à la main. C'est chose faite le 6 janvier 1477. Sa mort sur le champ de bataille marque la fin de son aventure. Il est duc depuis 1467 et pendant 10 ans, il a mené une politique militaire très active qui se termine donc dans la catastrophe. Le corps nu et lacéré de blessures du Téméraire est retrouvé dans la neige. Est-il mort au combat? A-t-il été assassiné?
À la mort de René d'Anjou, qui avait soutenu Charles le Téméraire, Louis XI, conformément au testament signé à Lyon en 1476 avec son oncle, fait appliquer les clauses du document. Le royaume de France s'agrandit donc de l'Anjou, du Maine et de la Provence. Avec Louis XI, la trahison se paye cash. Louis XI peut récolter les fruits de sa non-intervention armée, hormis cette drôle de bataille de Guinégate de 1477 qui l'oppose à Maximilien d'Autriche et où personne ne sort véritablement victorieux. Les négociations compliquées qu'il engage avec Marie de Bourgogne, fille de Charles le Téméraire et Édouard IV d'Angleterre, aboutissent à un véritable triomphe. La paix d'Arras permet au royaume de France de récupérer l'Artois, la Picardie, la Franche-Comté et la Bourgogne. Cette succession de dates résume le caractère implacable d'une politique tout aussi implacable. À la manière d'une araignée, patiemment, d'année en année, Louis XI tisse une toile appelée France. Peu de faits d'armes glorieux, mais une gouvernance tout en subtilité amène le royaume de France au niveau de ses frontières actuelles. Louis XI est un monarque éclairé. Il s'appuie sur les gens du peuple et ne rechigne pas à renier la grande noblesse ainsi que le clergé. Seule la raison d'État prévaut. L'histoire ancienne le présente comme un roi cruel, sans doute car il ne supporte pas les conspirations et les trahisons, mais attention à l'exagération des images d'Épinal. Louis XI est également un cynique parce que justement, il ne se fait guère d'illusions sur la nature humaine et ça le conduit parfois à être inutilement brutal, brusque avec les gens, ce qui contribuera à alimenter sa légende noire. Louis XI avait fait fabriquer des cages pour y mettre ses ennemis, ses rivaux, ceux qui ne lui voulaient pas de bien. Et celle de Loches, par exemple, on le sait, a servi au cardinal Labalue, qui avait eu le tort de s'allier à quelques ennemis du roi. Alors c'est vrai qu'elles existaient, ces cages, mais d'abord on se tient bien droit à l'intérieur, on n'est pas voûté et bossu quand on en sort, et puis les prisonniers n'y étaient hébergés que nuitamment. Pendant le jour, ils avaient le droit de se promener à l'intérieur du château, sous surveillance bien sûr, mais on dormait en cage. On dit de Louis XI qu'il est fourbe. Il vaut mieux dire que c'est un habile négociateur, un fabuleux manipulateur, un orateur convaincant, un marieur impénitent, un observateur attentif à la moindre faille de tout interlocuteur. En bref, un être particulièrement brillant intellectuellement. Peu enclin au faste et aux tenues vestimentaires d'apparat, il aime néanmoins la bonne chair et les bons vins dont il est grand connaisseur. La politique très ferme de Louis XI, très sévère, lui a permis de gagner une grande adhésion populaire. Ce n'est pas un monarque à favorite, même si on lui connaît deux maîtresses, ce qui est peu pour un roi de France, Félise de Rognard et Marguerite de Sassenage. Il a avant mariage très certainement des aventures avec des ribaudes de passage lors de ses nombreux déplacements. Son premier mariage avec Marguerite Stuart d'Écosse reste anecdotique. Cependant, il semble être assez fidèle à Charlotte de Savoie, sa deuxième femme, et mère de ses enfants de France. Cavalier infatigable, il parcourt inlassablement le royaume, mais en réfléchissant en même temps. Il sait parfaitement communiquer avec le tiers-état. Il développe le commerce, l'agriculture, l'industrie. Les grandes foires des grandes villes en sont le témoignage. Il parfait la puissance et la modernité d'une armée enfin royale. Le règne de Louis XI se termine sur un bilan fortement contrasté, avec de belles réalisations. La destruction de la maison de Bourgogne après la mort de Charles le Téméraire en 1477. Louis XI récupère alors le duché de Bourgogne et la Picardie, avec d'autres belles réalisations comme l'acquisition de l'Anjou, du Maine et du comté de Provence. Mais Louis XI laisse aussi un royaume épuisé par une fiscalité très importante et par une vision paranoïaque de la politique.
La fin du Moyen-Âge en France, ce n'est pas la prise de Constantinople ou la découverte de l'Amérique, mais la fin du règne de Louis XI. Il laisse un royaume puissant, redouté de ses voisins, un royaume où, à l'intérieur, l'autorité royale est très forte et incontestée, toute opposition aristocratique a été brisée, mais il laisse aussi un royaume souffrant, car ses résultats spectaculaires ont été atteints au prix d'une flambée des impôts, qui écrase les Français alors même que les dernières années du règne sont marquées par une succession de calamités naturelles et d'épidémies. En définitive, on peut dire que le roi Louis XI laisse une France grande et des Français malheureux. Il lègue à sa fille, la régente Anne de Beaujeu, puis à son fils, Charles VIII, un grand royaume administrativement organisé, prospère et moderne. Une de ces citations résume à elle seule la pertinence de sa pensée politique. En politique, il faut donner ce que l'on n'a pas et promettre ce que l'on ne peut pas donner.